Bonjour à toutes et à tous, émission spéciale sur Radio Campus. Nous nous retrouvons pour le grand échange avec Professeur Chazard dans une émission autour des biostatistiques et de l'intelligence artificielle au sein de la pratique de la médecine d'aujourd'hui et de demain. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonjour Monsieur le Professeur Chazard. Bonjour et merci de votre invitation. Pour vous accueillir, Alan. Bonjour. Tu es étudiant en deuxième année de médecine. Oui, c'est ça, exactement. Louise. Bonjour. Et Hippolyte. Ravi. Et moi-même, tous étudiants en deuxième année de médecine. En préambule, le débat est réalisé par l'Actualiteam, groupe d'émissions de débat étudiants, avec le journal de la faculté de médecine de Lille, Médecins sans tabou. Professeur Chazard, depuis 2018, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier, coordinateur du département des biostatistiques et d'informatique médicale de la faculté de médecine, directeur du CERIM, Centre d'études et de recherche et d'informatique médicale, membre de l'EA, Santé publique, épidémiologie et qualité des soins, directeur adjoint de la SFR-TSM, structure fédérative de recherche, technologie de santé et médicaments, vice-président du CIMES, Collège national des enseignants d'informatique médicale, biomathématiques, méthodes en épidémiologie statistique, et enfin membre du SATIM, service archives et traitement de l'information médicale du CHU de Lille. Je suis désolé de vous avoir imposé une telle énumération comme ça. Les statistiques permettent de prendre donc du recul sur certaines situations grâce à l'analyse sur des populations importantes. Que pensez-vous de leur recours, leur lecture et leur interprétation par différents acteurs de la société, notamment en cette période Covid, tels que les journalistes, les médecins ou la population en général ? Alors, il y a un point négatif que je vais évoquer tout de suite, et puis il y a quand même derrière un gros point positif. Le point négatif, évidemment, c'est l'incompréhension de tous ces concepts liés à l'aléa. Il se peut très bien qu'un facteur de risque n'ait aucun impact sur une maladie et que pourtant on connaisse un ami qui a à la fois la maladie et le facteur de risque et vice-versa. Il se peut très bien qu'un facteur de risque soit significativement important sur une pathologie et que pourtant on connaisse des gens qui ont le facteur de risque mais pas la maladie. Et ça, ces notions liées à la probabilité et à l'aléa sont mal comprises par une bonne partie de la population. Et c'est lié notamment au fait que il y a une représentation des sciences et des disciplines scientifiques dans la population qui est faite à travers la mathématique traditionnelle, c'est-à-dire une des rares sciences où finalement la déduction pure et dure a sa place, puisqu'elle a été inventée par des humains pour des humains. Elle ne correspond pas à une observation de la réalité. Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens dont les études scientifiques s'arrêtent au baccalauréat pensent que faire de la science, c'est déduire. Or, dans la grande majorité des disciplines scientifiques, il n'y a pas de place pour la déduction. Et l'observation apporte parfois des réponses inattendues. Donc ça, c'est le point négatif. Le point positif, quand même, c'est que pour une fois, on s'intéresse à des résultats d'études scientifiques. Alors certes, de façon maladroite et parfois avec des contresens, mais au moins, les gens comprennent maintenant que c'est important. Pensez-vous, du coup, vous avez un certain rôle à jouer, une certaine responsabilité en tant que professeur des biostatistiques dans l'information de la population, à savoir traduire tous ces graphiques ? Alors, c'est pas nous qui sommes au contact direct de la population, ce sera plutôt justement les futurs médecins. Et il faut que ces médecins arrivent à, et ça c'est le cas bien sûr, hein, grâce à la formation qu'ils ont et puis grâce à leur intelligence, arrivent à comprendre tous ces concepts. Et ensuite, eux qui seront vraiment au contact de la vraie population, si je puis dire, de tous les jours, avec toute sa diversité de formation, de niveau intellectuel, etc., ce sera à eux d'arriver à faire comprendre les messages de façon assez simple sur qu'est-ce qui est validé comme traitement, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui donne des espoirs ou pas, quels sont les facteurs de risque connus, etc. Le président du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, Jean-Paul Delevoye, est-ce que la dictature des chiffres n'est pas un refuge qui impose des choix plutôt que de nourrir des choix, qui met en place des mécanismes d'exclusion plutôt que des mécanismes de réflexion ? C'est une critique qui a été donnée. Est-ce que vous partagez la même critique ou pas ? Alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et moi, je regarde ce genre de propos. Et je pense qu'il y a deux catégories de gens qui tiennent ces propos. Il y a des gens qui, de toute façon, ne connaissent rien à l'intelligence artificielle, aux études scientifiques, etc. Et c'est normal que ces gens-là nourrissent des fantasmes contre des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais il y a aussi des gens qui font toute leur carrière en écartant de la main, en balayant les faits, et en refusant de se voir imposer des connaissances, en préférant mettre en avant leurs croyances, et en refusant également d'être évalués sur les actions qu'ils prennent, notamment dans l'action publique. Et ces gens-là, effectivement, ont intérêt à ce qu'on ne leur sorte pas des faits, et donc ils ne supportent pas les faits validés.
Et le gros problème de la décision politique, c'est qu'on ne peut pas avoir des gens qui sont experts de tout, c'est évident. Moi, j'ai des champs d'expertise et je suis très mauvais dans plein d'autres choses, comme pour la création d'emplois. Mes connaissances, par exemple, ce sont des croyances, en fait, pas des connaissances. Par contre, en biostatistique, ce sont de vraies connaissances. Et les politiciens sont des gens qui sont sélectionnés par un processus démocratique qui met avant tout en avant leur capacité à convaincre, à emporter de l'adhésion ou à clouer le bec d'un orateur opposant, etc. Et c'est vrai que quand vous regardez dans le paysage politique français, il y a quand même très très peu d'experts. Et dans d'autres pays, les politiciens sont capables de s'entourer d'experts et les écouter. Et culturellement, en France, on n'est pas encore là. Et on a des gens qui s'enferment dans leur morgue, leur suffisance, et qui refusent d'être jugés à l'aune des connaissances actuelles. Voilà. Et donc, à mon avis, ce type de propos relève plutôt de cette deuxième catégorie de personnes. Ouais, c'est dommage, du coup, ça voudrait dire que la majorité de la population n'est pas encore prête à accepter qu'il y ait des évolutions comme ça, une intelligence artificielle, les chiffres qui soient de plus en plus, pas invasifs, mais plus présents dans la vie de tous les jours. Du coup, c'est dommage, ils ont un peu plus de mal à accepter. Encore actuellement, vous pensez, du coup? Alors, vu de loin, quand même, les choses évoluent. Il faut se rappeler qu'il y a quelques siècles, on brûlait des gens sur la place publique, parce qu'on leur prêtait des pouvoirs de sorcellerie, on pouvait massacrer des enfants, etc. Donc, heureusement, les choses évoluent. Mais c'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire sur la compréhension des faits et leur application dans la vie. Et puis, il y a aussi quelque chose et ça, je peux le comprendre, que les décideurs acceptent mal, c'est que les connaissances ne sont pas absolues et parfois, on n'a pas de réponse sûre. Ou alors, on a des réponses avec énormément d'incertitudes. C'est pour ça que dans le domaine scientifique, on fait des revues de la littérature. C'est pour mettre en évidence, justement, l'imperfection des connaissances, les contradictions. Et donc, la connaissance se bâtit petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a des métiers, décideurs politiques, entrepreneurs, etc., où il y a des moments où il faut quand même prendre des décisions, même quand on ne sait pas. Donc ça, on peut tout à fait le comprendre, et c'est normal. Mais il y a d'autres fois quand même où les connaissances sont là, et c'est vrai que s'empêcher de les regarder, c'est un peu gênant. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous faites référence ici, par exemple, aux vaccins? Les anti-vaccins? Oui, tout à fait, ouais. Donc mais c'est dans plein de domaines, c'est dans le domaine de... Enfin, si vous regardez de toute façon sur à peu près tous les thèmes, vous avez une partie de la population qui pense oui, l'autre qui pense non, que ce soit la politique, l'économie, l'art, etc. Or, dans tous ces domaines, il y a quand même une partie de choses qui sont aujourd'hui appuyées par des connaissances, une partie d'autres choses pour lesquelles il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, donc c'est vrai qu'on a une partie de la population qui aujourd'hui rejette des faits établis, notamment sur l'efficacité de la vaccination dans certaines maladies. Mais il ne doit pas y avoir non plus de croyance. Les vaccins ne sont pas la solution à tout et ça ne marche pas pour tout. D'ailleurs, les vaccins ne sont pas tous remboursés, ils ne sont même pas tous autorisés à être mis sur le marché. Donc ça ne doit pas être un dogme. Après, je pense qu'aussi derrière, il y a peut-être aussi un problème au niveau de l'éducation de la population, de la prévention, etc. Par exemple, après c'est mon expérience personnelle, mais je sais que par exemple, des fois, en parlant avec des personnes qui sont un peu réticentes, là pour l'exemple du vaccin, ou même par exemple l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses, comme vous avez dit, qui sont fantasmées. Et des fois, avec juste un peu d'explication, de dénoncer des faits, d'expliquer comment ça marche, souvent les personnes vont naturellement changer d'avis très vite en se disant mais oui c'est vrai c'est pas si compliqué que ça, ils sont au courant. C'est juste qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à tout de suite ou savent pas comment chercher, qui n'ont pas le vocabulaire nécessaire, et ça pourrait être aussi intéressant d'étendre un peu je sais pas, par des conférences, de l'information, quoi. Mais de base aussi, les nombres, c'est très complexe. On le voit même avec le nombre d'années d'études qu'il faut pour être désigné comme qualifié pour manipuler les nombres. Si on voit les résultats des études ou toutes choses comme ça quand on s'intéresse à la médecine, pouvoir les déchiffrer et les décoder, ça reste pas à la possibilité de tout le monde. J'ai bien vu ça dans mon entourage. Des personnes m'ont montré des études, mais ils lisaient pas les études dans le bon sens. Et encore, même moi, je suis pas capable de lire proprement une étude. Et je leur disais, mais faut aller voir des gens qui sont capables de la déchiffrer plutôt que de la prendre. Et du coup, ce serait possible de vulgariser, peut-être. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui font ça, qui vulgarisent les sciences. Oui, c'est vrai qu'il y a du travail un peu de tout le monde. Et en fait, on peut, déjà sans mauvaise intention, on peut induire les gens en erreur parce que c'est compliqué à lire, ces histoires. Et puis, on peut aussi manipuler les gens. Je vous donne un exemple très simple pour vous montrer à quel point c'est pas facile d'interpréter directement un chiffre. Si vous avez un lycée, par exemple, et que 50% des élèves de terminale sont amenés à redoubler leur année, quand vous regardez l'effectif de façon transversale et non plus en cohorte que vous suivez,
c'est plus 50% de redoublants, c'est un tiers de redoublants comptés aux effectifs. Et quand vous comparez 50% et un tiers, les gens voient que c'est différent. Or, on décrit ici la même chose. Alors, de la même manière, on peut décrire deux faits différents avec le même chiffre ou deux faits similaires avec deux chiffres très différents. Et donc, on ne peut pas simplement sortir un chiffre comme ça de ce contexte précis. Professeur Chazard, a fortiori, les biostatistiques sont-elles un danger pour la démocratie? Alors moi, je ne pense pas. Je pense que c'est l'ignorance qui est un danger pour la démocratie. D'ailleurs, il y avait un slogan qui n'est pas du tout de ma famille politique, mais le slogan est très bon. C'est « Si vous pensez que l'éducation coûte trop cher, essayez l'ignorance ». Et donc, oui, l'ignorance est un danger pour la démocratie. Alors, encore une fois, il y a des fois où on ne connaît pas la réponse. Il faut accepter de vivre avec. Et c'est normal qu'il y ait à ce moment-là des principes de précaution ou des tentatives. Mais il y a des domaines où il y a des connaissances établies. Et le fait que les décideurs décident sciemment d'ignorer ces connaissances et de ridiculiser tous les gens qui les mettraient en avant, c'est ça le vrai danger pour la démocratie. Moi, je pense. Après... il y a des fantasmes aussi sur l'intelligence artificielle, mais le problème de l'intelligence artificielle, c'est que les gens qui en parlent le plus sont ceux qui la connaissent le moins. En fait, c'est un concept qui date des années 1950, donc on parle de 70 ans ici, avec des applications en santé qui marchent depuis le début des années 70, donc depuis un demi-siècle. Donc ça n'a absolument rien de nouveau, l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, tout comme le gazon artificiel n'est pas du gazon, et bien l'IA n'est pas de l'intelligence. Et aujourd'hui, les ordinateurs ne sont pas intelligents et on a, pour le dire clairement, absolument aucune idée de comment on pourrait faire pour que les ordinateurs deviennent intelligents. Donc on sait juste faire des machines qui résolvent certaines tâches de façon parfois très performante et très rapide, mais il n'y a absolument rien d'intelligent là-dedans et on ne voit pas comment les machines pourraient remplacer l'humain et lui imposer des décisions. Donc c'est un outil parmi d'autres qui, comme tous les autres, est susceptible de se tromper et qu'il faut utiliser comme tous les autres outils, en sachant que parfois ça marche pas, et en étant prudent. Ça correspond un peu à la question d'après. Où en sommes-nous actuellement avec le développement des intelligences artificielles en médecine à Lille et ailleurs, professeur Chazard? Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, ce sont d'abord les grands champs méthodologiques de l'IA. Le premier champ qui s'est vraiment développé dans les années 70 et qui est très utilisé aujourd'hui dans beaucoup d'applications, c'est que des experts décrivent des règles. Par exemple, on apprend à la machine que si un patient a à la fois un bêta-bloquant et est diabétique, il y a un risque d'hypoglycémie masquée, etc. Et donc, une fois qu'on a écrit cette règle-là, on a un moteur d'inférence, donc c'est un petit programme qui identifie que ce patient est diabétique et a un bêta-bloquant, et qui en même temps retrouve la règle qui correspond, qui à partir de là envoie une alerte au médecin. Donc ça, c'est l'IA de niveau 1 avec des règles écrites par des experts. Il y a un moment où on a arrêté d'appeler ça de l'IA parce que le terme était devenu ringard et donc on parlait de CDSS, Clinical Decision Support System. Bon, donc ça a toujours existé, enfin toujours, depuis un demi-siècle, c'est très développé. Et puis ce qui a été défini dans les années 1990 et qui a vraiment pris de l'essor au début des années 2000, c'est ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire que la machine apprend elle-même pour écrire elle-même ses règles et ensuite elle les exécute. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la machine n'invente pas les règles comme ça. La machine ne fait que exécuter un autre programme de niveau supérieur qui a été écrit par un humain. Et ce programme amène à analyser des données et à écrire automatiquement les règles. Et donc, il n'y a rien de magique au sens où la machine n'est pas capable de prendre la décision d'explorer un nouveau type d'association, un nouveau type de formalisme, etc. Voilà, donc ça, elle le fait. Il y a des domaines dans lesquels ça marche assez bien. On sait traduire automatiquement un texte, par exemple, du français vers l'anglais. Bon, ça marche assez bien, ça ne marche pas parfaitement. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la machine traduit de mieux en mieux, mais elle ne comprend toujours pas ce que veut dire le texte. Et on est absolument incapable aujourd'hui de bien faire comprendre un texte à une machine, alors que pourtant elle le traduit. Et donc c'est simplement que la machine ne fait pas comme nous. Nous, on doit d'abord comprendre un texte et ensuite on le reformule dans une autre langue. La machine, elle, on lui a appris à passer directement de l'un à l'autre. Et ça marche assez bien pour ça. Puis ça ne marche pas bien pour la compréhension. La machine est capable également, ça marche assez bien, d'identifier sur des photographies que ça c'est un chat, ça c'est un panneau routier. Voilà. Mais ça marche assez bien. Mais il n'y a rien de magique, d'une part. Et d'autre part, ça ne marche pas parfaitement bien, loin s'en faut. Et la machine commet beaucoup plus d'erreurs que l'humain. C'est juste qu'elle est capable de traiter plusieurs centaines ou milliers d'images par seconde, alors que l'humain va traiter 1 ou 2 images par seconde. Donc elle est plus rapide, mais beaucoup moins bonne. Ça, ce sont des exemples de domaines.
Alors, sur les applications en médecine, il y a des choses qui marchent assez bien. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire où un logiciel pouvait identifier sur une photographie un mélanome. Et en comparant le gold standard, c'est-à-dire la vérité, c'est non pas la photo elle-même lue par un autre logiciel ou par un dermatologue, mais c'est le résultat de l'anatomopathologie 6 mois plus tard. Donc effectivement, c'est un vrai résultat. Et la machine sur une photographie fait mieux que le dermatologue sur la même photographie. Sauf que dans la vraie vie, aucun dermatologue ne pose un diagnostic sur une photographie. Donc il faut bien comprendre que ce protocole d'évaluation montre que la partie lecture d'image statique est bonne. Mais en vrai, un dermatologue, il interroge le patient, il interroge sur la cinétique d'apparition, sur les facteurs de risque, il observe s'il y a d'autres lésions sur la peau, il observe la lésion à jour frisant, il la palpe, etc. Donc il y a tout un tas d'autres choses que le dermatologue est capable de faire et qu'aujourd'hui une machine ne sait pas faire. Et c'est pour ça que la machine semble mieux réussir sur l'évaluation. Du coup, on peut en conclure quelque part que la machine, elle excelle dans son domaine unique, mais quand on demande plusieurs domaines pour arriver ici là à un diagnostic médical, le médecin reste quand même meilleur grâce à la diversité de moyens de faire un diagnostic. Oui, c'est exactement ça, parce que la machine a un nombre limité d'informations et de capacités de traitement, et le médecin est capable d'utiliser à la fois ce qu'il a appris de façon académique, mélanger des résultats d'expérience, c'est-à-dire qu'il y a eu trop d'exemples dans son passé où il s'était trompé parce que ceci, cela. Et également, il est capable d'appliquer des logiques floues, des capacités de digression, et ça, on n'a aucune idée de comment on pourrait faire ça à la machine. Comme par exemple l'intuition. Je sais pas si, des fois, j'imagine quand un médecin pose un diagnostic, il y a une intuition et une machine pour qu'elle ait une intuition, je pense qu'on en est super loin. Ah, c'est exactement ça, ouais. Alors, je peux vous donner un exemple comme ça d'un ami qui est médecin généraliste. Il a un patient qui consultait pour une lésion oropharyngée, donc au fond de la gorge, une lésion chronique, et dans toutes les recommandations, lésion chronique égale biopsie et risque de cancer. Et en fait, là, il s'est souvenu que le petit copain de ce patient était revenu d'une île grecque célèbre pour ça, quelques semaines plus tôt avec la syphilis, et il s'est dit, tiens, c'est sûrement la syphilis. Et à aucun moment dans les livres, on ne voit qu'il faut traiter ou même simplement prélever ce type de lésion, parce que les chancres syphilitiques, dans les livres, ça se trouve au niveau de la vulve ou au niveau du pénis. Mais ça ne se trouve pas au fond de la gorge. Oui. Voilà. Donc c'est le genre de choses qui sont évidentes pour un humain et qu'on ne sait pas faire à une machine. Et en plus, ce cas-là, lui ne le reverra plus jamais de sa vie. Donc la notion de machine learning, d'auto-apprentissage sur le passé, ça ne tient pas sur des exemples comme celui-ci. Et moi, je me posais la question de qu'est-ce qui fait que dans la tête des gens, on est passé de ça, des applications pratiques, à une image complètement fantasmée de l'intelligence artificielle, dans le sens où qu'est-ce qui a influencé cette image fantasmée? C'est les films, des artistes, des personnalités, des politiques. Vous avez une réponse ou... Alors, je risque de me tromper, mais l'impression que j'ai, c'est que donc, ce terme a été défini il y a 70 ans à peu près. Les applications d'IA, ça fonctionne dans les années 70, puis le terme est devenu ringard. Et je crois simplement qu'à un moment, il y a eu un fantasme entre journalistes, une espèce de réveil du truc, et puis le titre est devenu sexy. Et puis on s'est mis à dire tout et n'importe quoi sur ça. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui font des conférences sur l'IA qui ne savent même pas la définir, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils en savent moins qu'un étudiant de 2e année qui, évidemment, est allé en cours en informatique médicale et qui connaît le sujet. Oui, parce que si je prends mon exemple, je ne savais pas du tout que l'intelligence artificielle avait été inventée il y a plus de 70 ans. Et du coup, je me posais vraiment la question de est-ce qu'il y a eu un oubli ou est-ce qu'il y a eu une transformation dans la définition, des choses comme ça. Mais merci de votre réponse. Ouais, en fait, il y a un champ énorme entre des connaissances d'experts, d'une part, des connaissances de recherche, et puis après, la divulgation de ces connaissances ou la vulgarisation de ces connaissances en population, l'arrivée de produits sur le marché, etc. Et puis après, vous avez toute une catégorie de gens qui s'emparent des thèmes sans les comprendre. Puis c'est devenu une mode un peu. Moi, je me souviens qu'il y avait eu le coup de com' là, avec l'intelligence artificielle, entre guillemets, qui pouvait avoir une conversation avec quelqu'un, qui avait mis sur Twitter, qui avait mis une phrase du style « Nous sommes là pour détruire l'humanité ». Ça avait créé tout un engouement, c'était venu un peu... C'était récent, ça, il y a une mode autour de ça, les gens... Il y a du sans cesse un peu, du coup, c'est utilisé pour de la com. Du coup, je pense que ça biaise totalement aussi la vision que peuvent avoir les gens sur l'intelligence artificielle, alors qu'on a des avancées à côté sur je pense que c'est plus le deep learning, comme par exemple qu'on a eu là en novembre dernier avec le DeepMind,
il y avait eu ça, par exemple, pour le coup, c'est une avancée au niveau de l'intelligence artificielle qui pourrait être prise en compte, mais qui n'a pas du tout été mise en avant. Je sais que moi, j'ai découvert ce truc-là, enfin, j'y étais au courant parce que j'avais vu un article qui était passé et tout ça, alors que c'est une réelle avancée, je pense, dans le milieu médical ou même le milieu de la biochimie. Personne n'en parle, alors qu'on devrait plutôt mettre en avant ce côté-là de l'intelligence artificielle et pas le côté la machine peut répondre, peut se faire passer pour un humain et détruire l'humanité. Oui, il y a un fantasme pour la fin du monde, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, on pourrait rebondir sur ça en disant qu'il y a des tâches pour lesquelles l'humain est bon, d'autres pour lesquelles il est moins bon. C'est vrai que, par exemple, calculer, on est sûrement pas, on est meilleur que des animaux, mais on est moins bon qu'un ordinateur sur des calculs simples. Beaucoup moins rapide. Il y a des tâches pour lesquelles les animaux sont meilleurs que les humains et les machines. Il y a des tâches pour lesquelles les machines sont meilleures que les humains et les animaux. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on veut évaluer une IA ou en parler, on la met dans le contexte qui lui est le plus favorable. Et un exemple typique, ce sont effectivement les jeux. Parce que la vraie vie, c'est quelque chose où à chaque instant, vous avez des millions de possibilités. Vous pouvez décider de jeter votre feuille par terre, de vous lever, de partir, au contraire, de rester assis, de vous taire. Vous avez une infinité de possibilités quasiment. Et l'humain, quand il invente des jeux, il invente des univers où le nombre de possibilités est vraiment très, très, très limité. De façon à améliorer la comparabilité entre un bon joueur et un mauvais joueur. Et donc, la particularité du jeu par rapport à la vraie vie, c'est une réduction du champ des possibles. Premièrement. Et deuxièmement, un univers où on sait dire très clairement qui a gagné, qui a perdu. Ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Hein. Et dans cet environnement, qui est donc un environnement fermé, vous n'avez qu'une dizaine de coups possibles à chaque fois, et où en plus il est très facile de dire qui a gagné, qui a perdu, la machine peut être meilleure que l'humain. Parce qu'on peut mettre en place des mécanismes auto-apprenants avec des systèmes de récompense et des parties simulées, etc. Il faut bien imaginer que ça, c'est favorable à la machine. C'est pour ça qu'elle a de bons résultats. Et il n'y a pas d'application en dehors du jeu pour la vraie vie. Évidemment, on ne vous montrera pas que la machine... Enfin, on vous montrera que la machine est capable de passer aspirateur sur un sol, par exemple, mais on ne vous montrera pas qu'elle n'est pas capable de faire un lit. On ne vous montrera pas qu'elle est incapable de nettoyer une salle de bain. Des tâches qu'aujourd'hui, on sait faire à des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ne sauraient même pas assembler certains objets sur une chaîne d'assemblage. Il y a un côté marketing derrière aussi. Ouais, c'est qu'on se met dans le cas qui nous arrange pour faire un peu rêver, un peu fantasmer. Pour les étudiants en médecine qui nous écoutent et qui sont en deuxième année, par exemple, est-ce que vous savez, en tant que travaillant dans l'intelligence artificielle à Lille, les différentes spécialités en médecine dans lesquelles, dans 10 ans, on pourra utiliser, a fortiori, d'autant plus les intelligences artificielles ? Alors oui, c'est tout, hein, parce qu'en fait, il y en a déjà partout. Oui. Il y a déjà de l'IA partout. L'IA, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, hier et avant-hier, l'IA. Hein. Je vous donne un exemple simple. Les appareils qui permettent de faire des électrocardiogrammes, hein, donc de mesurer l'activité électrique du cœur, ces électrocardiographes. Aujourd'hui, la moitié des médecins généralistes ont un appareil ECG au cabinet. Et parmi cette moitié, il y a à peu près les 2 tiers qui sont équipés d'un module d'IA. Voilà, donc il y en a déjà partout. Là, j'ai pris que cet exemple. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment, sur les smartphones. Et donc, ces modules d'IA sont omniprésents. Si je prends l'exemple des interpréteurs automatisés d'ECG, ces modules d'IA, aujourd'hui, ne fonctionnent toujours pas. Ça fait les premiers articles sur l'évaluation des automatisés des ECG, ça date aussi de la fin des années 1950. Donc, c'est quand même vieux. Depuis les années 80, donc depuis 40 ans, la mesure automatisée des espaces et des amplitudes en voltage, etc., ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien depuis 40 ans maintenant. Et la partie interprétation, dire là, il y a une fibrillation auriculaire, là, il y a atriale, pardon, là, il y a un infarctus du myocarde septal, etc., ben, cette partie-là ne fonctionne toujours pas aujourd'hui. Et pourtant, eh bien, à peu près 1 tiers des médecins généralistes en ont au cabinet et l'utilisent. Ce serait pas dangereux un peu ? Il n'y aurait pas un risque d'avoir trop confiance ? Ah si, alors c'est ça le vrai danger sur l'IA, c'est que l'IA fonctionne comme tout moyennement, mais quand je dis moyennement, c'est pas péjoratif, hein, c'est que rien n'est parfait. Sauf que quand un médecin a face à lui, par exemple, des D-dimères qui sont positifs alors qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire, le médecin sait très bien se dire « Oula, je ne vais pas non plus faire une anticoagulation préventive juste parce que les D-dimères sont positifs ». Quand le médecin voit un patient qui arrive avec une hypercalémie à 15 millimoles par litre et que le patient est vivant sur ses 2 pieds, il se dit évidemment, c'est une fausse hypercalémie. Évidemment, sinon il serait mort. Donc
Voilà. Donc on a ce recul sur les examens complémentaires qui sont tous plus ou moins faux, tous plus ou moins périmés, tous plus ou moins manquants, tous plus ou moins contradictoires. Donc ça, le médecin le sait. Eh bien, quand on parle d'IA, il y a une espèce de côté magique où tout à coup, on perd ce sens critique. Et ça, c'est un vrai danger. Et d'ailleurs, en fait, le fait que l'appareil ne se trompe n'exonère en rien le médecin de sa responsabilité. Oui, parce que c'est la question suivante. ah ouais, c'est ça. S'il dit au juge, ah ben moi j'ai fait une saignée parce qu'il y avait tel paramètre, vous foutez de nous. Vous voyez bien que il fallait pas faire ça. Et là c'est pareil. Si le médecin dit, ah ben moi j'ai donné tel médicament parce que la machine elle a dit que le CG était pas normal, on va dire mais vous vous moquez de nous. D'abord, de toute façon, quand on vous a payé pour interpréter le CG, vos 28 €, on a payé l'acte intellectuel d'interprétation. On n'a pas payé le papier thermique de la machine. Hein. Donc si on vous paie pour faire un acte intellectuel, vous devez en assumer les conséquences, y compris si vous vous êtes fait aider par une machine. D'accord. Du coup, dans un futur plus ou moins proche, on aura toujours besoin en fait d'un médecin pour interpréter. En fait, on ne pourra jamais avoir que l'accord entre guillemets de l'intelligence artificielle. Ouais. Ok. D'accord. C'est-à-dire que même sur l'exemple qui est le plus limitatif, qui est celui de l'interprétation d'un acte, il faudra, à ma connaissance, toujours un médecin pour vérifier. Parce qu'il y a un risque d'erreur qu'on mesure à chaque fois. Et même dans les meilleures évaluations, ces risques d'erreur restent très élevés quand même. Beaucoup plus que celui d'un humain. Mais même si ça devenait meilleur, un examen, c'est pas que la lecture, c'est la capture. Il y a des examens pour lesquels la capture n'est pas dissociable de la lecture. Par exemple, l'échographie. Si vous ne positionnez pas bien la sonde, vous n'aurez pas la bonne image. Et seul quelqu'un qui sait déjà lire l'image parfaitement est capable de bien positionner les sondes. Donc, il y a des examens où on ne peut pas dissocier capture et lecture. Et enfin, dans l'art médical, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des histoires de... Alors, je ne suis pas très à l'aise pour en parler parce que ça me met un peu mal à l'aise, mais de relations humaines, d'empathie, tout ça. Moi, je suis un spécialiste des chiffres, alors ça me dérange, hein, mais bon, il faut reconnaître que... Non, je plaisante, bien sûr. Donc, il faut d'abord accueillir les patients, il faut recueillir leurs doléances, comprendre leurs symptômes alors qu'ils ne savent pas forcément le verbaliser, les examiner, et tout ça, on n'a aucune idée de comment une machine pourrait faire ça. Oui, puisque c'est quand même une des peurs de la population générale et même de nous en tant que futurs médecins qu'on n'ait pas besoin entre guillemets d'un médecin, mais tout simplement parce qu'on serait moins efficace. Mais Ouais. du coup, il y aura toujours besoin d'un médecin. Oui, tout à fait. Je crois que... Alors peut-être que je me trompe sur le chiffre que je vais dire, mais il me semble qu'il y avait 20 000 porteurs d'eau au début du siècle à Paris. Et évidemment, quand on a mis en place le réseau d'eau courante, il y a plein de gens qui se sont plaints, ah, ça va détruire des emplois, c'est inhumain, machin, etc. Aujourd'hui, plus personne ne regrette ces porteurs d'eau qui transportaient de l'eau potable en sac à dos. Hein. Voilà, donc c'est tout, le monde change, les métiers évoluent. Il y a des endroits où effectivement l'IA va supprimer des emplois et en créer d'autres. Et pour la plupart des choses, ça va se faire de façon très progressive et ce ne sera pas un grand chamboulement. D'accord, merci. Et pensez-vous que nous, dans nos études de santé qui débutent, nous devrons avoir une formation spécifique aux intelligences artificielles ou aux machines? Oui, mais je pense que finalement, c'est pas si spécifique. C'est une meilleure formation, mais elle y est déjà, mais on peut le renforcer, à l'interprétation d'un examen complémentaire et aux notions de sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, négative, coefficient kappa, etc. Tout ce qui est évaluation des examens complémentaires. Et puis, simplement, ouais, c'est ça, c'est mieux comprendre en fait les limites de chaque examen. Et puis, donc, il y a cette connaissance a priori que vous avez, et puis il y a cette connaissance a posteriori, c'est le fruit de l'expérience. Il faut se tromper, mais en étant supervisé pour petit à petit devenir plus prudent. Bon, que ce soit l'IA ou pas l'IA, finalement, c'est le même problème. Hein. C'est le problème de l'art médical, plus généralement. De la formation. Autre sujet, c'est le secret médical. En fait, on se posait la question devant donc, cette place croissante des intelligences artificielles, qui sera porteur au final en fait, de ce secret médical? Est-ce que ce sera que les médecins ou est-ce que ça va concerner tout le personnel paramédical ou encore les agents informatiques? Alors, il faut savoir que déjà aujourd'hui, hein, alors le secret médical, c'est les médecins, les sages-femmes, les dentistes, hein, sauf erreur de ma part. Mais le secret professionnel s'étend bien au-delà. Et il y a aujourd'hui, sur 13 000 employés du CHU Lille, je crois qu'il y a à peu près que 1500 médecins, mais il doit y avoir comme ça à la louche 5000 personnes qui ont accès à des informations médicales sans être médecin ou profession médicale. Et donc, le secret professionnel, ça a toujours concerné des tas de gens autres.
Pour faire tourner un système d'information hospitalier, il faut des centaines d'informaticiens et en fait, ils ont accès à énormément de choses. Voilà, donc ce problème existe, c'est un problème qui est très, très, très important, mais c'est un problème qui finalement n'est pas spécifique à l'IA. Oui, l'arrivée des intelligences artificielles ne va pas vraiment bousculer la question du secret médical. Non, pas du tout. En plus, il y a une partie des algorithmes d'IA qui ne sont pas des algorithmes auto-apprenants, donc qui ne nécessitent pas de base de données d'apprentissage. Donc ça, c'est les systèmes d'aide à la décision à base de règles. Et puis pour celles qui font du machine learning, ça fait longtemps qu'on a ce problème de réutilisation de données pour autre chose que pour le soin. Donc on pouvait le faire pour des études épidémiologiques plus classiques. Aujourd'hui, on le fait beaucoup en machine learning, mais c'est pas un problème spécifique à l'IA. Et c'est pas un gros problème, il n'y a pas beaucoup de plaintes liées à ça. C'est assez complexe. Ouais, c'est quand même un problème. Il n'y a pas beaucoup de plaintes, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'il ne suffit pas que les données soient anonymes. On peut facilement réidentifier les gens en combinant les variables. Voilà. Donc vous trouvez un papier avec, on vous dit cette personne a le VIH, ça fait 60 millions de candidats. Vous avez l'âge de cette personne, ça fait plus que 800 000 personnes. Vous avez le sexe, ça fait 400 000. Vous avez le jour de naissance, ça fait à peu près 1000 personnes seulement. Vous avez le département, ça fait 10 personnes. Oui, et vous savez simplement que la personne a été hospitalisée sans savoir où, ça fait une seule personne. C'est ouf ça. Voilà. Et ouais. Du coup, je me demandais, on va pas arriver à un moment où, malgré nous, la place que prend justement l'intelligence artificielle dans la prise de, comme vous avez dit tout à l'heure, avec les médecins qui ont leur ECG automatique et qu'un tiers l'utilisent ou 2 tiers, on va arriver, par exemple, avec le développement de la télémédecine, les déserts médicaux, et aussi là, avec le contexte actuel, par exemple le Covid, où on essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui sortent, où on va pas arriver malgré nous à un moment où on va intégrer ça chez les gens, chez les personnes, qui vont devoir eux-mêmes, on va leur dire, vous lisez votre ECG tout seul, vous regardez votre propre fréquence cardiaque, quand on arrive à un moment où ça dépasse ce seuil, où la machine elle fait bip bip, vous appuyez sur ce bouton, est-ce qu'on risque pas malgré nous d'arriver à un moment comme ça, sans s'en rendre compte même en fait? Par exemple avec peut-être les décisions politiques, le côté marketing derrière, etc. Ou pour faire face simplement à la pénurie de médecins. Oui, aussi, dans les déserts médicaux par exemple. Dans les déserts médicaux. Comment ça pourrait évoluer à ce niveau-là? Ouais, ça, je suis d'accord avec votre inquiétude, et c'est un problème plus général qui n'est pas lié à l'IA, puisque simplement la visioconférence ou les cours enregistrés, c'est pas l'IA, et pourtant, c'est un prétexte aujourd'hui pour écarter les étudiants de leurs gentils professeurs. Voilà. et voilà, et c'est pareil, il y a cette mise... Et là, on est dans... Bon, c'est un problème politique. Il y a des injonctions contradictoires. C'est que vous avez des politiciens qui créent intentionnellement une pénurie de médecins, voire les ordonnances d'Alain Juppé en 1996. Et une fois que cette pénurie est créée, on dit, ben voilà, donc maintenant qu'il n'y a plus assez de médecins, il va falloir faire sans médecins. Ouais. Et là, on vous invente des trucs où... ça fait des années que tout le monde dit les méchants médecins ne font pas assez d'examens cliniques, il n'y a pas assez d'empathie, machin, etc. Et les mêmes personnes qui disent ça vous disent aujourd'hui, le médecin, vous n'avez plus besoin de le voir, il suffit de vous connecter avec une webcam. Ouais, voilà. C'est inquiétant, je trouve. Surtout si on veut se lancer dans ce domaine-là, ou même pour les gens en général. Il y a un côté un peu... Ouais. Voilà. Je suis inquiet de cette déshumanisation, et je vais faire le parallèle avec l'enseignement parce que c'est un peu facile. Quand on fait cours dans un amphithéâtre avec des étudiants, en plus du plaisir de croiser leur sourire, tout ça, c'est vraiment très, très, très agréable. C'est vrai que quand on va un peu trop vite et que les étudiants sont paumés, on le sent tout de suite. On le sent tout de suite parce qu'on voit les regards. Et pourtant, il n'y a personne qui lève la main pour dire vous allez trop vite. Et donc, on ralentit ou on pose des questions aux gens pour savoir ce qui ne va pas. Vous faites la même chose en visio. Vous n'avez pas ce retour de l'étudiant. Et le fait est qu'un cours qui est habituellement fait en 1 heure, en fait, en visio, il est fait plutôt en 45 minutes pour le même cours. Et je pense qu'au bout, il y a une partie des gens qui sont complètement largués. Et voilà, on a perdu ce lien. Alors, dans la consultation médicale, c'est pareil. Vous pouvez avoir une jeune femme qui va au cabinet pour des douleurs abdominales. Et puis, en fait, le médecin sent qu'il y a un truc. Et puis, à force de poser des questions, lui tirer les verres du nez, on comprend que dessous, il y a une histoire de viol. Mais ça, c'est pas possible en téléconsultation. En téléconsultation, c'est écoutez, je vous prescris du space-fond. Et puis, si ça va pas, vous me rappelez dans 2 semaines. Puis c'est plus dur de s'exprimer à travers une caméra. Ouais. Et c'est que la communication, c'est pas seulement un ensemble de phrases qu'on pourrait faire saisir par un dactylographe. C'est tout un tas d'éléments verbaux, non verbaux, d'intuition, de gêne,
etc. Mm. quoi. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une pénurie de médecins? Est-ce que les étudiants aient cours par Zoom, un intérêt financier derrière au final? Vous parliez tout à l'heure de la pénurie de médecins. Est-ce que au final, c'est quand même pas voulu au niveau des décisions gouvernementales pour économiser peut-être malgré tout? Je ne sais pas si c'est inconscient ou si c'est voulu Mm. et si c'est juste un fantasme Ouais. dans la tête de certains. Ouais, donc ça, c'est une idéologie qui est connue, qui était à la mode dans les années 90 et 2000. L'idéologie de la demande induite par l'offre, c'est l'idée que s'il y a beaucoup de médecins, forcément, les gens vont se mettre à consommer beaucoup de soins et qu'il n'y aura pas de limite à ça. Et que finalement, ils en consomment trop. La preuve, ils vivent déjà suffisamment longtemps. Et donc, il suffit qu'il y ait moins de médecins. Et donc, ils consommeront moins de soins et des soins plus essentiels. Voilà. Donc ça, c'est une idéologie qui a guidé des politiques publiques pendant une vingtaine d'années. Donc oui, d'une certaine manière, ça les arrange. Donc je pense qu'il y a des choses qui les arrangent. Il y a aussi des choses qui s'imposent et qu'ils n'ont pas souhaité. Il y a un peu de tout. Hein. D'accord. Et pareil avec, par exemple, les cours à distance, est-ce qu'il y a comme une volonté de faire des économies Ouais. quelque part? Ou c'est complètement, vraiment juste pour le virus? Je pense qu'il y a les deux. C'est qu'il y a effectivement des contraintes sanitaires. Donc la vraie volonté d'éviter des contaminations. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi la vraie volonté de ne pas être accusé d'avoir fait ceci ou cela. Et donc en France, vous avez le risque de ne pas avoir isolé les gens qui se contaminent et le risque de les avoir trop isolés qui se suicident. Eh bien, on considère que ce premier risque est plus important que le deuxième. Mais ça, c'est le principe de précaution à la française. C'est, ah ben non, c'est pas ma faute. Hein. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. Moi, j'ai bien fait ça. Hein. C'était douane suis de le tout. bon élève. Oui, il n'y a pas de prise de Ouais. risque en fait au final Et, ouais. à ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, mais malheureusement, c'est inscrit dans la Constitution désormais le principe de précaution. On va rappeler ce qu'est la précaution pour que ce soit clair. La prévention, c'est quand un risque est connu et que vous décidez d'éviter ce risque sur des bases connues, c'est-à-dire que vous savez quel sacrifice vous faites pour quel bénéfice. La précaution, c'est lorsqu'un risque n'est pas connu, n'est pas mesurable et que vous décidez de tout faire pour l'éviter en ignorant si ces mesures d'évitement ont un coût qui est supérieur aux bénéfices que vous avez. Donc, inscrire en soi quelque chose qui est critiquable sur le fond dans la Constitution, c'est quand même très très grave. Ça a été fait dans les années 90. Et à partir du moment où c'est inscrit dans la Constitution, eh bien, ce principe s'impose à tous. Et je pense que c'est un très 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 mauvais principe. Parce qu'avec les principes de précaution, on n'aurait jamais inventé les vaccins, on n'aurait jamais inventé l'automobile, on ne serait jamais allé sur la Lune. Hein. D'accord. Donc, c'est un frein au progrès majeur. Oui. Surtout qu'encore une fois, ça veut dire que quand il y a des résultats connus qui pourraient faire l'objet d'une prévention, on décide d'ignorer ces résultats et d'appliquer un principe de frilosité. Alors pour ce qui est de l'enseignement, c'est vrai que évidemment, ça coûte beaucoup moins cher de faire du Zoom que d'avoir des étudiants dans un amphithéâtre. Le bénéfice, alors c'est pas un bénéfice nul pour l'étudiant, évidemment, cette visio, mais c'est moins bien probablement que l'amphithéâtre réel ou la salle de D. Et c'est vrai qu'il y a aussi un autre truc, c'est que du coup, on a un enregistrement de tous les cours. Et l'année suivante, si le prof a 2 cours en même temps, on lui dit, au lieu de décaler les plannings, on va simplement rediffuser votre vidéo de l'an dernier. Donc ça commence comme ça. Puis l'année suivante, quand il y a un prof qui part à la retraite, on ne le remplace pas, parce qu'on se dit, bon, on a gardé ses vidéos, et puis on va gagner 2-3 ans. Bon. Alors, s'il y avait une diminution de la qualité du service, avec une diminution du coût pour le contribuable, ce serait vraiment quelque chose de discutable. On pourrait dire, pourquoi pas. C'est un fait. Mais quand on vous assène une augmentation du coût des structures publiques avec en même temps une diminution des services rendus à la population, moi, j'ai beau être fonctionnaire de l'État, ça me met hors de moi parce qu'on a quand même piqué l'argent des contribuables pour en faire de moins en moins. Et les dotations, évidemment, je devrais m'en réjouir, moi, en tant que fonctionnaire, mais les dotations des organismes publics n'ont pas été diminuées pendant la crise, alors que ces services publics ont, pour certains, arrêté de fonctionner, et pour d'autres, ont fonctionné de façon très dégradée. Vous continuerez tous à payer vos piscines municipales qui sont fermées depuis X temps. Voilà. Ouais. Pendant ce temps, le commerçant, il a fermé. Hein. Quand il ne pouvait plus vous rendre ses services, il n'a pas pu maintenir son commerce en vie. Même au-delà du côté économique, il y a presque un problème, on est presque à la limite du problème éthique aussi, avec les répercussions psychologiques. Enfin, simplement avec les conditions matérielles. Je veux dire, rester... Enfin, par exemple, je prends notre exemple, pour nous, ça fait 1 an qu'on n'est pas allé... on n'a pas vu un amphithéâtre. Et du coup, j'ai l'impression que cette dimension-là n'est pas prise en compte. Du côté matériel, du côté psychologique, etc., au-delà de l'économie. Et puis, je sais pas si ce serait une solution durable, en fait, le Zoom, quoi. Dans nos cours, on parle beaucoup d'humanisme et d'être des médecins qui ont toujours ce contact humain.
Et au final, est-ce que les... Enfin, moi, je trouve que les cours Zoom, et pas que les cours... Bon, bah, là, par exemple, les cours vont reprendre un petit peu cette semaine. Même tout ce qui est ED, etc., qui ne reprennent pas, on perd ce contact humain. Et c'est dommage que dans nos cours, on nous demande quelque chose et qu'au final, dans les faits... Après, c'est pas forcément la faute de l'administration, pas du tout, mais il y a un contexte virus également. Mais c'est vrai que c'est paradoxal, quoi. Après, si on peut rajouter un brin d'optimisme, on peut dire que c'est juste une période qui fait à cause du virus et que... Ah ouais, complètement. Oui, mais voilà. c'est comme, Mais c'est long, quoi. professeur Chazard disait, comme vous disiez juste avant, c'est qu'on se contente de ça. On se dise, ah mais tiens, finalement, ça nous a coûté moins cher, on a les vidéos, Ouais, c'est ça. comme La vous peur, venez c'est de ça. dire. On rentre dans un cercle vicieux et qu'on limite au maximum ça et qu'on favorise et que du coup, à la fin, ce soit une IA qui nous fasse cours. Alors ça risque pas. Non. Non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, on peut pas dire qu'on aurait pu faire mieux que ça. Moi, je sais pas du tout, honnêtement, ce qu'il aurait fallu faire. Et je suis bien content de ne pas avoir été décideur. Mais ça veut dire qu'à partir de maintenant, il va falloir, pour contrecarrer cette pression de précaution, il va falloir une pression aussi pour remettre l'humain en jeu et qu'on évalue les conséquences néfastes de ces mesures préventives qui, évidemment, ont aussi eu plein de conséquences bénéfiques. Et que dès qu'on le pourra, on puisse relâcher la bride et J'ai une question peut-être un peu bête, du coup. Une question pour revenir sur le sujet de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce serait c'est peut-être bête, mais est-ce que ce serait possible d'utiliser des arbres de décision, des logiciels de deep learning, tout ça, pour des décisions politiques? Jusqu'à quel niveau ça pourrait être utilisé? Est-ce que ce serait possible d'en utiliser ou pas du tout? Ce serait vraiment un domaine inexploitable à l'intelligence Dans le artificielle. domaine scientifique, est-ce que ça pourrait s'étendre à d'autres domaines? Voilà, parce que C'est par ça. exemple, pour faire un arbre de décision sur les effets indésirables, pour faire des liens entre un facteur de risque, un traitement et un effet qui a eu. Est-ce que ce serait possible, là, du coup, par exemple, un arbre de décision entre, OK, on les met chez eux ou à la fac, tac, quel facteur statistiquement, enfin, je sais pas, du coup. Alors oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'IA, il y a deux choses. Il y a premièrement une connaissance sous-jacente qui peut être une connaissance formalisée, donc ça c'est dans l'IA de niveau 1, c'est une connaissance d'expert, ou une connaissance non formelle apprise directement sur les données et jamais vérifiée. Et puis après, ce qui fait qu'on appelle ça IA, c'est qu'il y a un module d'exécution de décision qui lui est automatique. Et donc la vraie question dans la décision politique, finalement, c'est pas celle de est-ce qu'une machine doit agir automatiquement, c'est en amont, quelle est la connaissance sur laquelle se fonde la décision. Et moi, ce que je regrette en France, c'est que la décision politique ne se fonde presque jamais sur des connaissances scientifiques. Et donc, vous avez la gauche qui dit quelque chose, la droite qui dit quelque chose, mais en fait, derrière, à chaque fois, les spécialistes du domaine s'étouffent en disant « mais pourquoi est-ce qu'on ne nous demande pas notre avis ?» Donc c'est vrai en économie, où tous les politiciens parlent d'économie, mais quasiment aucun d'eux n'y connaît rien. C'est vrai en médecine. Là, on s'en rend un peu plus compte parce qu'ils sont un peu plus modestes sur leurs connaissances en santé. Mais en fait, dans tous les champs de la décision politique, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut continuer à ignorer les connaissances? Est-ce que les professionnels de santé doivent pas plutôt s'appuyer sur les médias dans ce cas-là? Je sais pas. En fait, faut voir comment ça marche, les contacts avec des journalistes. Et là, vous n'êtes pas du tout comme ça, et c'est vraiment tout à votre honneur. Quand on est expert d'un domaine, parfois, on reçoit des sollicitations de journalistes. Et moi, parfois, je reçois un mail à 10h10 du matin, tiens, il faudrait un expert sur tel domaine. Et évidemment, je ne peux pas y répondre tout de suite, parce que comme je suis, je ne vais pas dire bon dans mon domaine, mais comme j'ai une vraie activité dans mon domaine, évidemment, je ne peux pas lire mes mails à 10h10 juste quand le mail arrive. Et parfois, je fais un effort vraiment pour répondre 2-3 heures après. Je réponds 2-3 heures après, et là, on me dit, ah non, trop tard, on a déjà quelqu'un. Et ça veut dire qu'il y a une telle culture de l'immédiateté dans le journalisme qu'on se contente d'experts à 2 balles, de gens qui ont eu le temps de répondre immédiatement, de décrocher immédiatement le téléphone. Et généralement, ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas experts du domaine parce que sinon, ils n'auraient pas le temps de répondre, tout simplement. Et ça m'est arrivé même d'être sollicité par le service communication d'une grande institution. Et en fait, c'est pas moi qui les avais sollicités, c'est un de mes étudiants qui, tout à coup, s'était retrouvé propulsé grand expert de l'intelligence artificielle, alors que c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'extrêmement bien, c'est un chirurgien urologue qui ne connaît absolument rien à ce domaine. Et donc, il m'a gentiment fait sûr la sollicitation. Mais s'il n'avait pas eu cette honnêteté-là, il se serait retrouvé sur un plateau télé.
Oui. Donc, en fait, les journalistes, en vrai, ils cherchent pas des experts, ils cherchent juste des gens qui animent leur plateau. Si en plus, c'est des gens qui ont la capacité de tracher, comme on dit maintenant, les gens en face, c'est encore mieux parce que ça fera de l'audimat. Le sans cesse. Ouais, mais il n'y a aucune recherche d'expertise. Et d'ailleurs, donc j'ai fini par avoir le journaliste au téléphone et on a préparé complètement à l'arrache une émission qui est passée un soir. Et en fait, le gars m'a dit, oh, vous savez, moi, tous les jours, on se prend un Airbus dans la figure. Il y a un sujet, il faut le traiter. On a 6 heures pour tout préparer. Mais au moins, quand mon émission elle est finie, moi, je me couche tranquille. Et le lendemain, je passe à autre chose. Et demain, on parlera de Joe Biden et des élections. Waouh. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit juste de recruter des gens qui vont faire un peu d'animation sur un plateau. Ces gens disponibles, généralement, ne sont pas les experts du domaine. Sinon, ils ne seraient pas disponibles. C'est aussi simple que ça. Et puis, on passe vite à autre chose. Et puis, le journaliste, il a un truc, c'est qu'il ne veut pas qu'on lui fasse comprendre qu'il ne connaît rien au domaine. Et donc, il va tout faire pour inviter des gens qui sont encore moins bons que lui. C'est pour ça que, la plupart du temps, les journalistes invitent des sportifs et des artistes. Voilà. Donc, on va faire parler d'économie, de création d'emplois à un acteur ou un chanteur. On va faire parler de médecine à un écrivain. Enfin, voilà quoi. C'est dangereux aussi. Et que pensez-vous justement des éditorialistes, ces journalistes experts dans un domaine justement, qui fleurissent depuis la crise du Covid? Ça m'énerve. Je pense que ça nous énerve. Non, mais il y a une place pour la méconnaissance. Mais finalement, quand vous regardez, on est toujours dans le débat oral. Normalement, du vrai journalisme, ce serait de faire ce que vous avez fait d'ailleurs, c'est que vous m'avez donné une liste de questions pour que je sache à peu près à quoi m'attendre. Et si vous voulez que je vous donne une réponse d'expert, il faut que je connaisse les questions simplement pour préparer les réponses. Pour pas vous dire ce que je crois là, comme ça, mais plutôt dire ce qui est connu dans la littérature. Eh bien, la vie politique et le journalisme, et d'ailleurs je vous rappelle que la plupart des journalistes ont suivi la même formation que la plupart des politiciens, c'est-à-dire des instituts d'études politiques, très souvent. Eh bien, elle tourne autour du débat oral et de l'immédiateté. Donc, il faut clouer le bec du mec qui est en face. Mais il n'y a aucune place pour l'expertise. Et d'ailleurs, vous voyez à l'Assemblée nationale, les gens n'ont même pas une surface suffisante pour poser des documents papier ou un ordinateur. Donc, tout est dans le débat oral. Donc, il y a un micro, oui, mais il n'y a pas de projection, il n'y a pas de PowerPoint. Ils n'ont même pas la place pour poser des documents. Donc, ça n'est que du débat oral. On s'invective, on s'insulte, on se cloue le bec et puis voilà. Si vous voulez, on peut partir dans la dernière partie de l'échange sur la télémédecine. Donc ça fait pas partie de l'intelligence artificielle, mais enfin on est toujours dans les technologies de demain et d'aujourd'hui même. Est-ce qu'on peut, déjà, quelle est la place des signes cliniques ou de l'examen clinique dans la télémédecine, et peut-on diagnostiquer en télémédecine? Après, ça fait référence notamment à ce qu'on avait évoqué au début de l'échange. Alors c'est vraiment une question importante parce que la télémédecine, donc c'est pas nouveau. Je vais vous donner un exemple simple. C'est Wilhelm Einthoven qui a inventé l'électrocardiographie. Donc on revient aux ECG au tout début du siècle. À peine 5 ans après, je crois que c'était en 1908, avant 1910 en tout cas, il transmettait déjà un ECG par la ligne téléphonique. Voilà. Donc la télémédecine, elle date de ça. Il y a d'autres choses qui ont à peu près un siècle que je pourrais vous citer. Et donc, c'est pas nouveau. Et puis, ce qui est marrant, c'est que la télémédecine, il y a 5 ans, on me disait, oh, c'est un truc de papy. Parce que les gens qui défendaient ça, c'était des sexagénaires. Donc, c'était le professeur Boscar, par exemple, qui était mon prédécesseur. Et il n'y avait pas eu de relève après. Et donc, c'était un truc de papy. Et tout à coup, avec le coronavirus, c'est devenu un sujet à la mode. Mais il y a plusieurs champs dans la télémédecine. Il y a la téléinterprétation, donc un examen est fait au contact du patient, mais il est transmis par les ondes, par téléphone, parce que vous voulez, puis il est interprété de façon asynchrone. Ça, on peut dire qu'on ne voit pas d'ailleurs de danger immédiat à ça. C'est quelque chose qui marche très bien dans certains champs. Téléinterprétation, oui. La téléconsultation, c'est ce dont on parle aujourd'hui. C'est vrai que c'est très difficile parce qu'il manque l'examen clinique, qui est quand même indispensable. Il manque cette capacité de digression, de comprendre, de sentir des choses, de bien saisir l'environnement, d'être sûr que le patient peut s'exprimer librement et qu'il n'y a pas le mari derrière qui écoute, etc. Donc on parle de téléconsultation, mais c'est peut-être un des champs qui, paradoxalement, est le moins prometteur dans la télémédecine. Bon, il y en a d'autres, la téléassistance, etc. Mais pour moi, c'est plus dans la téléexpertise qu'on pourrait s'améliorer. Et justement, si je reprends l'exemple de l'ECG, pour avoir toujours un fil conducteur, la téléinterprétation de l'ECG, ça marche très bien. Au Brésil, par exemple, il y a un État qui s'appelle le Minas Gerais. Donc, il y a une vingtaine de millions d'habitants.
Et quasiment tous les ECG de l'État sont interprétés dans un seul centre. Donc il y a des cardiologues qui font une rotation qui interprètent plus de 1000 ECG par jour. Et ça marche très bien. Et bon, en France, par exemple, on ne fait pas ça, mais par contre, on laisse des médecins généralistes utiliser des modules d'IA qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est un choix. Je pense au niveau du secret médical. Oui, bon, tout ça, les infrastructures informatiques existent pour crypter les données, préserver le secret médical. Et il n'y a pas de... C'est pas plus problématique que l'envoi d'un courrier par la poste. Donc oui, évidemment, ça exige des précautions. Ça existe des certifications, des hébergeurs de données de santé, etc. Mais bon, c'est un problème comme un autre du soin avec des transferts d'informations. Mais on serait prêt à le mettre en place, en tout cas. On a les technologies pour. Oui, ben la téléexpertise pour certains examens, elle aurait pu être mise en place déjà il y a quasiment un siècle. Donc oui, il y a des choses qu'on peut faire. Mais ce qu'on fait le plus aujourd'hui, c'est ce qui marche peut-être le moins bien, c'est la téléconsultation. Je ne comprends pas, mais bon. Du coup, il faut... ouais. Mais du coup, déjà, quand on appelle le SAMU, par exemple, c'est déjà un peu une téléexpertise. Un peu, non? Oui. Enfin, je veux dire, par exemple, le centre de régulation... Enfin, quand vous avez dit qu'il y avait un centre de régulation des ECG, ça me fait penser tout de suite au SAMU. Donc on est déjà... Donc c'est qu'en fait, on pourrait l'intégrer... au niveau de l'acceptation, ce serait possible. On pourrait dire aux gens, on a un centre d'ECG... c'est comme si vous appelez le SAMU, mais en fait, vous avez votre pacemaker lié au centre de CG. Quand il y a un problème, on évalue si on doit intervenir rapidement. Oui. Alors, bon, il y a des cadres où il y a une sollicitation à distance sans professionnel auprès du patient. Donc, quand vous appelez le centre antipoison, c'est vous qui allez parler au téléphone. Mais bon, ce système s'est adapté au fait que vous n'avez pas une connaissance absolue, ni les mots médicaux, etc. Et puis il y a d'autres cadres où il y a un professionnel qui est à côté de vous. Donc l'exemple de l'ECG, c'est un professionnel qui capture l'ECG. Il y a quelqu'un qui l'interprète à distance, mais vous allez toujours voir votre médecin en face pour vous expliquer ce que vous avez, pour mettre en place un traitement. Donc voilà, il y a tout un tas de possibilités. Ouais. Okay. Donc il y avait la question suivante, c'était par rapport à une éventuelle formation des futurs professionnels de santé à la télémédecine. Enfin, du coup, on oublie. Oui. C'est plus large que ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce même problème de la fiabilité de l'examen complémentaire, ou même d'ailleurs d'un signe d'examen clinique. Donc, il faut continuer à évaluer chaque chose. Alors, c'est pas forcément dans le champ technologique, par exemple, en psychiatrie, pour détecter les dépressions. Il y a un test qui est très simple. Vous demandez aux gens comment est-ce que vous allez ce matin. Et le simple temps en secondes que met la personne à répondre, c'est déjà un prédicteur du fait qu'elle soit dépressive ou pas. Les dépressifs mettent beaucoup plus de temps à répondre, quelle que soit la réponse, que les non-dépressifs. Bon, tout ça pour dire qu'il y a un champ pour l'évaluation des méthodes diagnostiques, quelles qu'elles soient d'examen clinique, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient biologiques, etc. Et il y a un autre champ également pour la formation du médecin aux outils du quotidien. Et c'est vrai que ça, dans les facultés de médecine, on a une certaine pudeur à parler du quotidien. Dans les facs de pharmacie, on parle d'argent, on parle d'outils informatiques, on parle de logistique, etc. On évoque tous ces sujets. Et en médecine, on n'en parle pas, comme si l'art médical était au-dessus de toutes ces contingences bassement matérielles. Et c'est vrai que les médecins, la première chose qu'ils font une fois installés, c'est d'aller sur Antibioclic, Gestaclic, machin, tous ces sites en fait qui donnent du support. Et je pense que ce serait pas mal que, peut-être pendant l'internat, peut-être pas avant, on évoque tous ces outils qui sont à la disposition des gens. Ouais. C'est que la formation devrait peut-être plutôt se concentrer sur ça, sur l'apprentissage d'utilisation de ces logiciels et tout ça. On pense, par exemple, à 16h, il y a un événement sur Facebook, comment interpréter un ECG. Et je connais beaucoup d'étudiants qui vont se connecter. Du professeur Taboulé. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Moi aussi, c'est prévu. J'avais prévu d'y assister. Après, c'est intéressant parce que, puis même de ce genre de conférences gratuites et tout, même si la personne ne va pas l'utiliser au quotidien, rien que le fait d'avoir une petite notion de ce que c'est qu'un ECG, quand elle ira faire son ECG, peut-être qu'il y aura une meilleure alliance thérapeutique, une meilleure observance. Enfin, je sais pas à quel niveau ça peut être, mais je pense que c'est bien d'avoir des petites formations comme ça.
Je pense qu'on a toujours à gagner à être formé. Et d'ailleurs, La connaissance, ça tue pas. voilà, exactement. Et quand on est formé, en général, on est beaucoup plus modeste sur ses connaissances que quand on ne l'est pas. Et donc, quand on n'a pas été formé, on croit qu'on sait. Et quand on commence à être formé, on se rend compte qu'on ne sait pas. Donc, on a toujours à gagner à ça. Pour le mot de la fin, je vous propose, d'abord, avez-vous un mot à adresser aux étudiants qui nous écoutent? Et si oui, adressez-vous à la caméra qui est juste à votre gauche. Je suis désolé, j'avais rien prévu. Je peux juste vous montrer mon visage en apnée. Non, en fait, peut-être que j'avais pas lu vos questions jusqu'au bout, mais j'avais pas du tout prévu de mots. Bon, enfin, on pourrait simplement résumer en disant que l'intelligence artificielle est déjà partout. Ça n'est qu'un outil comme un autre, qui est parfois très bon, parfois très mauvais. Il y a des choses où les humains feront toujours mieux. Tout ce qui est empathie, savoir extraire une information, faire parler les gens, les rassurer, etc. Il y a des choses où les animaux font mieux que les machines et que les humains. Par exemple, pour rechercher de la drogue, il vaut mieux avoir un chien qu'une machine. Et puis il y a des choses où les machines sont performantes, mais il faut savoir que c'est pas pour tout. Voilà. Je vous remercie, monsieur le professeur Chazard, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous. À bientôt sur Radio Campus. Voilà.